Une étoile, une histoire. Lorsqu'on l'interroge sur les moments difficiles de sa vie, Yves Zogbo Jr. reste perplexe et répond par une interjection. L'homme qui a su transformer ses pires moments en moments de bonheur reste incontestablement l'animateur le plus talentueux des médias francophones de sa génération. De Radio Sud 102 à Paris à Radio Nostalgie dans son pays d'origine, des médias à la politique en passant par le sport, Yves Zogbo Jr. expose son esprit multidimensionnel. L'homme de tous les médias devient alors l'homme de toutes les histoires. Toujours aussi ouvert, souriant, relax, sans aucune rancune, Yves Zogbo Jr. nous raconte en toute humilité les fréquences de ses carrières et de sa vie. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre l'histoire de notre étoile du jour, Yves Zogbo Jr. Alors, à l'état civil, Zogbo Yves Louis Noël. Kaloua, c'est le nom que m'a donné ma grand-mère. Le junior, je l'ai collé à Zogbo pour expliquer que c'est le deuxième Zogbo qui fait de la communication dans la famille, après le père. Alors mon frère Ahmed Bakayoko vient me voir, il me dit, ah, il y a Madame Ouattara qui veut nous voir. Et donc, parce que la Côte d'Ivoire va lancer donc, l'appel d'offres pour les agréments des radios privées commerciales. Et Ahmed dit, bon, moi je suis journaliste presse écrite, j'ai mon journal Le Patriote, mais moi je ne m'y connais pas en radio et en télé. Donc il vient me voir avec Consti Eka. On va voir Mme Ouattara qui dit, ah bon, voilà, on a des partenaires, est-ce que ça vous dit de... Ah, moi j'ai dit à Ahmed, en tout cas, je ne réfléchis pas, malgré l'aura que Fréquence 2, que la RTI, j'ai dit, avoir sa propre chaîne radio, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc je dis oui. Et je me rappelle le soir, Barthélémy Nabo vient me voir à la maison, et puis me dit, je ne vais jamais oublier cette phrase de Barthélémy, mais Kaloua, tu es bien à la radio Côte d'Ivoire, tu vas te lever pour aller vers l'inconnu. Et si la radio là ne marche pas, tu fais comment? J'ai dit, mais mon devoir et mon combat, c'est que ça, justement, c'est que ça marche. Et c'est comme ça. Et le plus extraordinaire, pourquoi je parle d'opportunité et de confiance, il fallait mettre des sous dans cette radio. Je ne vais jamais oublier, et je lui serai toujours reconnaissant, c'est pour ça que j'utilise chaque fois des micros et des caméras pour le dire. Quand on dit à Mme Ouattara, mais nous, on n'a pas d'argent pour vraiment... Elle dit non, Yves, voilà, je te dépose tes parts, je te donne des parts. J'ai dit, ben, je rembourse comment? Elle dit non, il faut en faire une réussite. Si tu en fais une réussite, tu m'auras remboursé. On traverse cette grande période d'instabilité politique. Et à l'époque, on est très lié à des leaders d'opinion que je ne cacherai pas. Par exemple, Charles Blé Goudé, qui pour moi est mon jeune frère. Et un soir, je n'entre pas dans les détails, un soir, vous êtes victime d'une attaque. Et puis, les coups de feu s'orientent un peu plus vers mon domicile. Et là, maintenant, je vois les baies vitrées là, voler en éclats. Donc, je sens maintenant que en fait, la cible, c'était donc mon domicile. Mais, bon, c'est assez pénible parce que il y a eu quand même mort d'homme. Et je devais être 2 heures du matin, je crois. Et donc j'étais avec un caporal, Douglas, paix à son âme, qui est parti pendant cette attaque-là. Et moi-même équipé donc d'une arme de défense. Et pendant au moins 30 à 45 minutes,
c'était des échanges entre ma garde et puis ceux qui attaquaient. Et puis après, il y a eu un calme. Et là, j'ai commencé à paniquer parce que pour moi, je me disais, si ma garde ne répond plus, c'est que les gars ils sont déjà dans la maison. Donc j'étais dans ma chambre, je prends mon arme et puis je m'adosse en attendant que l'agresseur ou les agresseurs ouvrent la fameuse porte de ma chambre pour y entrer. J'avais même les yeux fermés. Et dès qu'on ouvre, allez, automatiquement, moi j'aligne, je ferme les yeux et puis... Et à un moment donné, j'entends encore des coups de feu dehors. Donc, ceux qui étaient censés entrer, logiquement, ont dû maintenant avoir face à eux une riposte. Donc, après ça, le calme plat. Et j'entends mon nom, Yves, je réponds là. D'abord, j'ai réfléchi avant de répondre. J'ai reconnu le thème vocal de la personne et je suis sorti. Et c'est là, en sortant, que j'ai vu que devant le portail de la maison, le garde Douglas avait pris une balle dans la tête. Il n'était même pas encore mort parce que, comme je ne l'entendais pas, quand je suis sorti, ma préoccupation, c'était de savoir où est-ce qu'il était. Donc je vais, puis j'ai vu son corps devant le portail, donc je vais. Il m'a tenu par le poignet très très fort. Je me rappelle, il avait une larme même qui coulait comme ça, et puis pouf, il est parti, laissant une fille qui aujourd'hui a 18 ans. Voilà, mais il est décédé, il avait 21 ans. Donc après ça, pour moi, c'était difficile, quoi. Après ça, tout ce qu'on me conseillait de faire, je l'ai fait. C'est comme ça que je me suis retrouvé au Bénin. 3 années au Bénin, ne connaissant personne. Vous arrivez dans un hôtel où vous vous dites « Oh, je pense qu'au bout de 2 semaines, les choses vont se calmer. » Et vous vous retrouvez à passer 3 à 6 mois dans cet hôtel avec 0 franc. Donc, à la limite, là maintenant, vous confisquez votre passeport. Vous n'avez pas d'argent. C'est-à-dire, comme vous êtes homme public, on ne veut pas vous humilier jusqu'à vous mettre, on va dire, en tôle. Mais on vous restreint tout. Un repas par jour, plus de téléphone. Et c'est comme ça. Voilà. De fil en aiguille, vous avez un ami qui, quelque part au Congo, dit « Mais qu'est-ce que tu fais au Bénin? Écoute, je te fais venir un billet, viens au Congo. Allez, ton sac à dos, tu pars de là-bas, tu te retrouves au Congo. Au Congo, l'ami que tu devais rencontrer n'est pas là. Là, tu te retrouves avec ces fameux Tchégué, parce que tu ne connais pas Kinshasa. Kinshasa, c'est... Donc, tu vis au marché. Tu vis au marché, vous mangez du pain. Et je raconte souvent cette histoire parce que, en fait, moi, je ne pense pas que beaucoup de personnes aient vécu ce que moi, j'ai vécu. Vous vivez avec du pain. Et votre pain quotidien, c'est un combat permanent avec les rats. Et c'est sous pression d'un jeune frère que j'aime beaucoup, David Monceau, qui, à force de me bousculer, me demander d'arriver donc en France, ne serait-ce que pour passer une semaine, m'envoie le billet, donc je vais en France. À l'aéroport, il me voit, il est tout étonné là, de me voir tout. Alors je rappelle, je devais faire du 45 kilos. En gros, là, je suis à quoi, 75. Là. Donc, imaginez, 45 kilos. Quand il m'a vu, il dit, bah, attends, je ne comprends pas. Mais Yves, tu ne manges pas là-bas ou quoi? J'ai dit, mais si, mais tu sais, hein, avec le stress, les problèmes, ce n'est pas évident du tout.